l'avez fait avec Mike Stria. Joseph Marie Lundu, ce peuple qui se battant exige quel type de gouvernement? Vous avez suivi Chantal Roger tout à l'heure, faisant allusion à un ministre et faisant allusion à la formation initiale de ce ministre. Est-ce que c'est un problème important? Est-ce que c'est un problème sérieux? On devra avoir un gouvernement de technocrates ou alors un gouvernement de politiciens? Je suis spécialiste dans le montage et le suivi des projets. Je vais utiliser la démarche projet pour vous répondre. Le président Biya est peut-être à son 35e gouvernement depuis qu'il est à la magistrature suprême au Cameroun. On a vu venir des gouvernements. C'est les Camerounais, hein? On ne va pas aller chercher des gens à la planète Mars. Il y en a quelques-uns qui ne sont pas complètement Camerounais. Ce seront des Camerounais. Et ces Camerounais-là... J'ai cherché partout au Cameroun, je n'ai pas vu un Bayrobé. Je cherche toujours. S'il vous plaît. Donc, vous avez un problème avec sa nationalité? Je cherche toujours. Et je ne sais pas jusqu'où pas aller l'intégration régionale. Ça existe. Donc, je pense que... Je n'ai pas vu beaucoup de Bayrobé à Garoua. Là, c'est un autre problème, hein, Chantal Roger. Ça ne fait pas partie du type de gouvernement. Et je voudrais quand même signaler à Chantal que je ne fais aucune interférence dans son allocution. Et que je souhaiterais qu'il me donne l'opportunité de parler. Allez-y, José Marie. Et parce que je voudrais entrer dans l'analyse. Je vais sortir des anecdotes. La culture est une chose importante. Tout à l'heure, j'ai apprécié l'insistance de Saint-Éloi quand il a dit qu'il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Il y a des gens qui ont perdu toute leur fortune. Il y a des familles endeuillées, des familles affamées. Lorsque le président de la République prête serment dans la culture de chez nous, ce jour-là, on aurait dû donner à manger dans les quartiers. Parce que, une fois de plus, un groupe d'individus est allé au palais, pendant que dans les quartiers, les autres regardaient. C'est la métaphore que mon frère Tulé utilise entre ceux d'en haut et ceux d'en bas. Etc. Et vous pensez qu'on peut donner de la nourriture dans tous les quartiers? On peut donner, on peut symboliquement, et ça s'est fait dans cette ville. RDPC a donné. Ça s'est fait dans cette ville. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sente que cette affaire concerne tous les citoyens, y compris... Ce sera sur quelle ligne budgétaire? Mais sur les lignes budgétaires du serment. Parce que le serment là a été organisé sur les lignes budgétaires. C'est une ligne budgétaire, mais il y a des lignes ici, les lignes communes, où on pioche même pour les anniversaires des enfants des gens. Donc je pense que ça c'est une première chose qui nous montre que, parce qu'à l'époque il y a eu ça, oui, qui nous montre que la culture du don, de la générosité nous a quittés. L'autre chose qui m'impressionne, c'est que je pense que après 65 ans d'un régime présidentiel, et lorsqu'on observe les dégâts de ce régime, que pose ce régime présidentiel, c'est-à-dire qu'à chaque élection, il y a des conflits. À chaque élection, on vous dit, il y a des morts. Le code électoral, etc., etc. Et nous sommes en droit de nous arrêter et nous interroger, est-ce qu'un gouvernement suffira à régler les problèmes structurels du Cameroun? Parce que pour ma part, nous avons un problème structurel et non conjoncturel. Donc sur le plan politique, ce modèle montre clairement ses limites. Ce modèle qui fait d'un homme pratiquement un dieu sur terre, et qui lui donne les devoirs, les pouvoirs sur tout. Quelqu'un va inaugurer un petit pont à Somalomo, il dit Paul Biya. Quelqu'un pêche son poisson, il dit Paul Biya. Est-ce qu'on peut arriver à un régime politique où on responsabilise clairement d'autres citoyens? Je pense qu'on devrait porter la réflexion dans ce sens. Sur le plan économique, est-ce que vous savez que nous sommes des esclaves
notre économie est esclave du système du CFA. Et que nous ne pouvons rien faire de bon. Toutes les batailles que vous nous voyez mener là, c'est parce que nous avons une économie qui marche avec une béquille. Une économie qui fonctionne avec un budget qui est lui-même une fiction. Parce que quand on vous dit 7 000 milliards, on n'a jamais vu les 7 000 milliards là quelque part, posés. Et lorsque vous voulez décider d'investir, si vous devez attendre qu'un ministre des Finances se déplace, aille à Washington, ou au Fonds monétaire, ou qu'il lance des emprunts obligataires, etc., oui, il vous manque l'outil principal qui peut permettre à un pays de fonctionner, c'est l'usage de son instrument monétaire. Je vous donne un exemple simple. En 2008, vous vous souvenez aux États-Unis de ce qu'on appelait la crise des subprimes. Lorsque la crise des subprimes est survenue aux États-Unis d'Amérique, John McCain et Barack Obama étaient en course pour la présidentielle. Ils ont arrêté. On a dit à Bush, le pays est en danger, prends les rênes du pays. Premier et unique acte. Tournez-moi la planche à billets pour 1000 milliards de dollars. Pour sauver Lehman Brothers et tout le système financier américain. Ça, c'est l'outil politique de la monnaie monétaire. Nous, on n'a rien nous permettant effectivement d'agir de manière directe. Notre pays a des entreprises dans les années 90 qui sont, je vous montre, ça c'est l'arbre de l'ONCPB, avec les entreprises qui étaient restées, qui étaient là sur le terrain. C'est l'arbre de l'ONCPB. Et vous voyez ces chiffres-là, tout est là-dedans. Vous avez tous les chiffres là-dedans, les noms des entreprises et ce qu'on a perdu. Lorsque ces entreprises, apparemment, on veut nous faire passer du modèle de l'État investisseur, qui était le modèle initial, vers un État libéral, néolibéral, mais en réalité, on veut nous amener vers l'endettement éternel, comme nous sommes aujourd'hui. On casse cet appareil, on annonce, on fait chuter les coûts de matières premières. Écoutez très bien la démarche. Le pays qui vit de matières premières est essoufflé. Et puis, on vient, on ferme et on achète ce qu'on peut acheter. Mais si vous avez l'instrument monétaire, vous faites comme les Américains. José-Marie Lundu, c'est vrai que votre analyse est certes pertinente, mais je voudrais que nous puissions rester au niveau vraiment nous sommes dans la problématique. Alors, dans l'urgence d'un remaniement ministériel, vous êtes au niveau de la politique monétaire. Permettez. Donnez-moi quelques minutes. Parce que vous savez, c'est l'un des problèmes que nous avons. C'est qu'effectivement, nous avons les biscuits. Ici, il est question, quel est le problème? Le remaniement ministériel va se faire. Et je vous ai dit, il sera fait, on va nommer parfait, on va nommer des Camerounais. La réalité, c'est que lorsque le président annonce son programme dans les 7 années qui viennent, il faut que cela corresponde à une équipe de travail. OK? Et que cela corresponde à des ressources. L'équipe de travail, il va réinventer, peut-être un peu saupoudrer avec quelques partis politiques qui auraient soutenu, qui sont de l'opposition. Et puis il va remettre les ténors pour ne pas être trop étranger à son affaire. Et quelques jeunes, c'est tout ce qu'il va faire. Mais est-ce que ce gouvernement a les moyens de conduire ces politiques? Est-ce que c'est aujourd'hui que Paul Biya parle des politiques jeunes? Non. Nous avons eu une politique, un programme jeune, c'est 100 milliards. 100 milliards. 103 milliards. Pour être exact. A-t-on jamais eu l'évaluation plan d'urgence jeune de ce plan? Qu'est-ce que ça a apporté, les 103 milliards? OK? Aujourd'hui, moi j'ai entendu le ministre des Finances parler d'un endettement qui arrive. À quel moment, quels sont les moyens? Bon. Est-ce que Paul Biya n'a pas parlé de politique femme au Cameroun? Qu'est-ce qui a été? On dit chez nous, si en te promenant en forêt, tu passes 2 fois devant le même arbre, c'est que tu es perdu. C'est que tu es perdu. Et j'ai bien peur que, en nous focalisant sur une affaire de gouvernement,
qu'on nomme M. Tulé, et Saint-Éloi, et Lundu, Bessala et tout, mais qu'on se retrouve devant une situation où les moyens permettant effectivement d'exécuter les politiques sont tellement maigres qu'à la limite, nous allons devenir des bandits. Merci. Hein. Et comme c'est maigre, qu'est-ce que généralement ils font? Ce qu'on nomme. Parce que nous sommes tous des pauvres au départ. Il y a des gens qui ont faim, assis à table, ils ont faim en mangeant. Chacun prend un peu, comme tu l'as dit là, pour son village, ou même pour sa famille. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un environnement économique exsangue, sans moyens, sans souveraineté économique. Donc, je vais finir en disant, nous avons besoin de souveraineté économique pour asseoir la souveraineté économique, pour asseoir la souveraineté alimentaire, pour asseoir la souveraineté industrielle, pour asseoir comment je veux faire pour transformer mon cacao, comment je veux faire pour transformer mon coton, comment je veux faire pour transporter ma pomme de terre, comment je veux faire pour transporter comment je veux faire. Et alors, c'est ça qui permet qu'un ministre vive, qu'un ministre soit sûr de lui, et quand il parle, que cela soit suivi d'actes précis et concret. Merci Joseph-Marie Lundu. Je reprécise que l'unique numéro fonctionnel, c'est bien le 677 33 19 03. Le 677 33 19 03. Tout à l'heure, on fera un effort de lire vos nombreuses contributions. Saint-Éloi Bidon, le président de la République, lors de son discours... son dernier discours à l'Assemblée nationale est revenu justement sur l'aspect jeune et l'aspect ayant trait aux femmes, en disant d'ailleurs que ces deux entités seront au centre de son septennat. Joseph-Marie Lundu pense que ce n'est pas la première fois. Hein. Mais entre-temps quand même, est-ce que pour une fois le président peut vraiment amener, je vais encore dire, des vrais jeunes au gouvernement? Parce qu'au Cameroun, parfois lorsqu'on nomme un monsieur de 55 ans, on dit on a nommé un jeune. Est-ce qu'on pourra avoir des jeunes de 40 ans, de 38 ans au gouvernement? Est-ce qu'on peut avoir des femmes lors du prochain remaniement ministériel? Est-ce que le peuple n'a pas besoin de ce genre, de ce souffle nouveau? Parfois ici, en 2013, le président de la République, au cours d'une allocution du 31 décembre, a décrié l'inertie gouvernementale. Le président Biya, au cours d'une autre allocution du 31 décembre, a dit que les délinquants à col blanc vont devoir rendre gorge. Le président Biya a fait des annonces et il a souhaité qu'on retienne de lui l'homme qui a apporté la démocratie. Et la prospérité. Et la prospérité. Que ce soit la démocratie, que ce soit la prospérité, on en est très éloigné. Ah bon? Oui. Pourquoi? Parce que j'ai cru à ce discours et je me suis cru libre en 2020 de pouvoir candidater au poste de super-maire de la ville de Yaoundé. On m'a opposé quoi? On m'a dit le président Biya a désigné tel. Ma candidature est irrecevable. Est-ce que vous avez la preuve de ce que c'est le président qui l'a dit? Je vous dis que c'est ce que le patron du parti est venu annoncer au moment où on faisait des Comment vérifier cela? Comment savoir que c'est vrai? Justement, vous me rappelez au problème de Joseph-Antoine Bell qui aurait touché des primes et le ministre Conchou a levé un papier, mais c'était le ministre qui avait personne à lui. Donc, de toutes les façons, c'est pour vous dire qu'on en est très éloigné. N'essayez pas de me distraire, M. Parfaïs. Parce que ce que je voudrais démontrer... Attends un peu, Saint-Éloi, ce n'est pas de la distraction. Vous étiez à l'hôtel de ville, un monsieur s'est levé. Il a dit que, M. Biya a dit que c'est tel qui devient maire de Yaoundé. Vous avez la preuve de ce que M. Biya a dit? Je vous dis que je me suis porté candidat. M. Tila Jean-Claude, qui était préfet du Fundi, a tordu le cou à la loi devant tout le monde. Est-ce que c'est lui a demandé de tordre le cou à la loi? M. Talba est venu à la première réunion du RDPC dire qu'il n'y aura pas de primaire.
le président a choisi M. Luc Magloire, Messia Tangna. Voilà comment ça s'est passé. Donc je vous dis, et je vous dis encore, que nous avons flirté avec la démocratie au moment de la création du parti, mais le président s'est vite rebiffé. Parce que on m'a reproché quoi en fait? Et on m'a exclu. On m'a exclu pour avoir dit que je serais candidat. Et on m'a exclu et le président a signé. Donc, vous voyez, c'est pourquoi il s'est battu pendant 40 ans. Nous, on est accru. Et puis, il n'en est rien. Justement pour vous dire que j'étais de ceux qui disaient déjà en 2018 que le mandat 2018-2025 était un mandat de trop. Que le président n'avait plus les moyens de pouvoir gouverner. Prenez ça au sens large, au sens noble du terme. La preuve, 2018-2025, nous avons été gouvernés derrière le rideau à la présidence. Et aujourd'hui, le président revient prendre un autre mandat. Il nous a fait un remaniement il y a 6 ans. Pendant 6 ans, le président n'a posé aucun acte de souveraineté. Qu'est-ce que vous entendez par acte de souveraineté? Il n'a fait aucun conseil des ministres. Il n'a pas présidé le conseil supérieur de la magistrature. Voilà 2 instances qui est seul habilité à agir. Il n'est pas une sortie des militaires de l'EMIA. Et on continue donc. On continue donc. Et c'est pour ça que le peuple revendique à corps et à cri un remaniement ministériel. Et un remaniement, vous savez, le peuple se nourrit du vin, des jeux, du pain et du sang. Et le peuple réclame le sang de ceux qui sont responsables de leur brimade. Et le peuple ne veut plus voir ceux dont la condescendance, l'insolence, l'arrogance, les abus crèvent les yeux. Il faut donc que le président écoute le peuple. Le peuple veut un remaniement ministériel. Je ne sais pas de quelle ampleur sera le remaniement. Ce sera un remaniement ministériel, un réaménagement gouvernemental, un réajustement, un remaniement sanction, un remaniement de positionnement. Par exemple, des gens qui se sont bien décarcassés pour la campagne, comme mon frère Onangini. Il faudrait, on ne sait pas. Vous appelez au gouvernement. Non, de toutes les façons, il s'est battu, c'est ce qu'il dit. Il a les capacités, il s'est battu, il est en droit. Moi, je me suis battu pour le RDPC, mais on m'a exclu. Ce qui ne fait pas de moi, pour autant, un mauvais militant du RDPC. Sauf que le président nous a dit qu'on n'avait plus besoin de prendre le maquis pour exprimer ses opinions. Et là, je suis victime de mes opinions. Et je réclame et je revendique haut et fort mon appartenance au RDPC, ma fidélité aux idéaux que le président a défendus. Malheureusement, ils sont nombreux à mal penser. Et c'est ça qui amène donc le président dans l'abîme. Vous voyez, vous allez chuter. Je chute. Le gouvernement aujourd'hui est insolvable. Parce que à chaque membre du gouvernement du président Biya est attaché une affaire. Affaire Vondayolo, affaire Ngongo, affaire Ngongo, il y en a. Affaire Ngongo, affaire Malachi Manaouda, affaire Le, affaire Famen Dengo, affaire toutes ces affaires sont pendantes. Dans tous les ministres de Biya. Tous les ministres ont. Est-ce que c'est pas excessif quand même? Je vous dis, tous ont des affaires. Très bien. Mais on ne peut pas passer d'un revers de la main l'ensemble du groupe de personnes que le président Biya a utilisé. Et il y en a qui ont quand même posé des actes. Je veux dire que M. Cavaille, malgré ses... bon, vous comprenez, si on lui demande un jour qu'est-ce que tu as fait quand tu étais président de l'Assemblée, il pourra quand même vous dire, allez en Guakele, vous allez voir ce que j'ai laissé là-bas. Donc il y a des gens, M. Alain Luc perd son âme, si on lui demande ce qu'il a fait,
il va vous dire, allez au quartier de dragage. Vous allez voir ce que j'ai laissé. Ce n'est pas pour lui. Monsieur Nganou Djoumessi, donc Chantal Roger, tu le parlais tout à l'heure, si on lui demande qu'est-ce que tu as fait en 10 ans au ministère des Travaux publics, il pourra dire aux gens, allez à dragage, vous allez voir. C'est-à-dire l'immeuble ministériel le plus moderne, qui est comme le nez sur la figure au quartier de dragage. Donc lorsqu'on a construit l'immeuble ministériel, on a réussi le pari. Il pourra dire aux gens, allez sur le deuxième pont, sur le Vouri. De toutes les façons, c'était juste pour dire que tout le monde n'est pas mauvais, mais c'est devenu un impératif catégorique. Le président doit se munir d'un cachet pour nettoyer cette écurie gouvernementale. Professeur Wanangin veut absolument prendre la parole et on vous donne cette parole, professeur. Oui, merci de me donner la parole. Comme je l'ai déjà indiqué, la tradition camerounaise est qu'au début d'une mandature, au début d'un mandat de président, il y ait un mouvement ministériel qui inaugure en quelque sorte l'action que le président, appuyé par son gouvernement, va mener tout au long du mandat. C'est un élément de tradition qu'il ne faut pas négliger. Mais on ne s'arrête pas simplement à la tradition. Maintenant, à l'occasion d'un tel mouvement ministériel, le président de la République, qui a la prérogative constitutionnelle de nommer le gouvernement, va nécessairement arbitrer entre différentes considérations. La littérature scientifique établie avec ses auteurs de référence, le professeur Augustin Konchou-Komeni, M. Pierre Flambeau-Gayap, M. le préfet Galim Irenengon et moi-même avons dressé les critères qui entrent en compte dans l'élaboration d'une équipe. Il y a nécessairement des critères politiques en termes de confiance. Il y a des critères techniques en termes de profil, par exemple. Il y a des critères de parcours. Il y a des critères de parcours qui sont également pris en compte. Que le parcours soit un parcours politique, par exemple, à l'intérieur d'une organisation politique sur laquelle on s'appuie, comme le RDPC, ou que le parcours soit administratif ou même purement technique. Donc tous ces éléments-là peuvent entrer en compte. Maintenant, comme disait M. Elundu, il y a des conditions, et je dirais des conditions contraignantes de l'action d'un gouvernement. Et les préoccupations que posent nos compatriotes ont trait à ça. C'est-à-dire, quelle est la marge de manœuvre d'une équipe gouvernementale que le président Paul Biya va pouvoir mettre en place. Et c'est là où le poids d'une contrainte pèse, qui est le grand problème des pays de la zone franc. Comment faire, par exemple, des politiques structurelles sur le plan économique en étant privé d'une action directe par la monnaie? Ça, c'est une grosse difficulté. Et ça, c'est l'un des problèmes que le président a toujours rencontré. Mais évidemment, il fait face à des résistances stratégiques qui viennent de l'extérieur. Et qui sont, pour finir, qui sont à l'origine, d'ailleurs... Répondez à la question, professeur. Mais est-ce que je n'ai pas répondu à la question? Je vois le thème là. Est-ce que je n'ai pas... enfin remanier le gouvernement? Mais il va remanier le gouvernement. Il a répondu. Ça, c'est clair. Attendez, moi, je vais poser une autre question. Hein. Oui. Je m'appuie sur Valère Bessala. Vous êtes dans des explications idéologiques. Non, ce n'est pas des explications idéologiques. C'est des explications systémiques et structurelles. Valère, ce n'est pas la même chose. Je ne suis pas son porte-parole. Oui. Il a posé un problème sur cette table. Oui. Le président Biya que nous avons en 2025, est-ce qu'il a encore toute sa capacité, toute sa force à redonner un gouvernement de forte amplitude au peuple? Et Valère est allé en profondeur pour démontrer qu'il y a déjà un certain nombre de soucis. Monsieur Aïssi, est-ce que cela n'est pas le monsieur Aïssi, vous savez que cela relève d'une construction mythologique. Ah bon? Oui. Ce qui est déterminant dans l'être humain, c'est certainement la condition physique, mais c'est surtout la condition intellectuelle. Tant que vous n'avez pas fait la preuve
que le président Paul Biya n'a pas ses capacités mentales. À la tête du Cameroun, il peut diriger. Parce que c'est le cerveau, c'est le cerveau qui dirige. Et j'ajouterais, contrairement à ce que certains pensent, tant que quelqu'un qui est âgé n'a pas de maladie qui affecte ses capacités nerveuses, il est encore plus intelligent que vous. Parce que, attendez, plus qu'à l'intelligence, plus qu'à l'intelligence constitutive, s'ajoute l'intelligence acquise de l'expérience. Le conseiller technique du président a des mal. S'ajoute. Le président a mal aux pieds et n'a pas mal à la tête. Même que je suis d'accord avec vous. Mais dites-nous ça en français facile. Mais je l'ai dit, moi je ne suis pas là pour le français facile. L'ampleur du gouvernement, c'est annoncé. Vous m'empêchez de parler. Parce que vous tournez autour. Non, je ne tourne autour la capacité à pouvoir. Oui, alors qu'on c'est la mythologie. Il a la capacité à pouvoir sortir. Attendez, vous voyez comment vous voulez mener le débat. Non, c'est pas vous. C'est pas vous, monsieur Bidou. Attendez. Mais on ne peut pas répondre à 1000 questions. Il va nommer qui? Laissez-vous parler. Vous avez votre gouvernement que vous voulez imposer à Paul Biya. Non, c'est Paul Biya qui est élu. Et c'est Paul Biya qui choisit avec qui il va travailler. Par contre, avec son expérience politique et son art gouvernement, Paul Biya lui-même sait, et il a dit dans son discours de prestation de serment, qu'il sait qu'on est dans une période sensible. Et dans une période sensible, lui-même a intérêt à intégrer dans une certaine mesure les attentes qui viennent de ce que vous appelez le peuple. Moi, je dirais simplement la communauté. Valère Bessala veut encore réagir. Valère Bessala, le professeur Wanangini insiste, tant que l'homme a encore toutes ses capacités mentales, il n'y a aucun souci. Personne de nous, sauf preuve ici, n'a le bulletin de santé du président. Personne. Donc alors, autant je ne peux pas dire avec certitude qu'il ne peut plus, autant aussi ceux qui disent qu'ils peuvent ne peuvent pas le dire avec certitude et preuve à l'appui. Donc nous autres qui disons qu'il ne peut plus ou alors il ne pourrait plus sur une certaine proportion, c'est sur ce que nous voyons, ce que nous écoutons. Bon, donc je voudrais dire que on parle du discours du président. Les discours du président ne valent plus rien au Cameroun. Je prends le discours du 31 décembre, je crois que Léné Tchoula en a parlé, ou Léné Bidou, 2018. Ce septennat sera le plus important. Oui, il a dit. Vous avez l'impression qu'il a été le plus important? Non. Positivement? Non. Non. Mais négativement? Oui. Les détournements, Covid, les morts dans le gouvernement, on n'a jamais renouvelé, le Conseil supérieur de la magistrature, il n'a jamais tenu, le Conseil ministériel, rien du tout. Donc, vous comprenez, et l'homme revient encore à la prestation de serment avec un discours où il a senti quand même que la jeunesse s'est réveillée, parce que ce qui se passe actuellement, c'est la jeunesse. Ils sont coincés de ce que la jeunesse qu'ils ont utilisée pendant 40 ans commence à s'éveiller. Et que la jeunesse de 2025 et de 2018 est en train de se démultiplier. Et c'est pour cela qu'ils ont fait une emphase, celui qui a rédigé le discours, sur la jeunesse et la femme. Mais alors, et quand même il dit qu'il va faire la part belle à la jeunesse et à la femme, il parlait des travaux IMO à haute intensité de main d'œuvre. Ça veut dire des enfants qui vont prendre les pelles dans les quartiers, les truelles, et au bord de la route, etc. Voilà ce que Paul Biya réserve à la jeunesse. C'est-à-dire les travaux dans les bords des rues à faire. Alors qu'il faut absolument que la jeunesse intègre, puisque nous parlons du gouvernement, que cette jeunesse intègre effectivement l'appareil pour qu'elle fasse montre de ce dont elle est capable. Prenez le ministre de la Jeunesse. Plus de la soixantaine aujourd'hui, il tire vers 70 ans, un ministre de la Jeunesse. Alors qu'on a des casses partout, c'est les jeunes qui cassent. On s'attendait justement à voir que le ministre de la Jeunesse, qui est un congénère de la jeunesse, se lève et dise, voilà, nous ne pouvons pas le faire. Mais le mec ne peut pas sortir, le mec ne peut pas sortir parce qu'en fait, il n'est pas de la génération, il n'a pas l'intérêt de la génération. Alors, sur la question du gouvernement, moi je pose la question autrement, puisque certaines personnes ne veulent pas répondre. Qui a intérêt à ce qu'un gouvernement soit pris et qui n'a pas intérêt? C'est ça le véritable souci. Lorsqu'un chef a atteint ce niveau
je vais dire entre guillemets, d'incapacité physique apparente, parce que personne n'est dans sa tête pour savoir que psychologiquement, le niveau d'incapacité atteint un tel niveau, vous comprenez? Donc, on se pose à qui a intérêt à ce qu'il n'y ait pas de gouvernement? Ceux qui sont actuellement dans le gouvernement n'ont pas intérêt. La première preuve, c'est qu'il y en a qui sont morts depuis 2022 dans le gouvernement jusqu'à aujourd'hui. Le gouvernement n'est pas sorti parce que tous savaient que un gouvernement qui sort, forcément, l'un ou l'autre va perdre sa position. Et que le Biya qui est fatigué maintenant là, on va vers la fin de Biya, c'est-à-dire la fin physique, mais aussi la fin d'un régime. Et donc, un gouvernement suppose qu'ils vont perdre la main sur la succession. C'est-à-dire que celui qui est LGPR risque de ne plus être LGPR au prochain gouvernement. Celui qui est ministre de la Justice, celui qui est ministre de ceci risque de ne plus avoir la même position. Et donc, c'est ceux qu'on va nommer qui auront la main sur la succession, puisque le vieux est déjà très âgé. Donc, à tout moment, tout peut arriver. Je m'en excuse. Vous comprenez? Donc, voilà qui a donc intérêt. Ce n'est pas eux. Ils n'ont pas intérêt. Et ils ont même commencé à introduire dans nos esprits une affaire de vice-présidence. On en parle non, je suis sur le gouvernement. Une affaire de vice-présidence. Alors, qui aurait intérêt à vice-présidence? Je ne crois pas que c'est celui qui est LGPR. Parce que pour le moment, c'est lui qui tient le pays. C'est lui qui donne les ordres aux autres ministres pendant que le Premier ministre se range les doigts. Instruction du président. Très bien, très bien. Quelqu'un a dit qu'il gouverne derrière les rideaux. Et donc, vous croyez qu'il aurait un intérêt à ce qu'il y ait un vice-président? Non, il va torpiller le projet. Parce qu'un vice-président suppose qu'on le démette de ses responsabilités ou de sa prégnance sur le reste des membres du gouvernement et sur l'appareil, et que ce soit le vice-président qui fasse le travail à la place de Paul Biya, et que lui s'endorme. Donc nous avons un souci avec le Biya d'aujourd'hui. Je termine par là. Nous avons un souci avec le Biya d'aujourd'hui. Et je sors par là pour dire que le problème aujourd'hui, et ça c'est un appel aussi, à ceux qui partagent son intimité. C'est-à-dire que c'est le moment pour ceux qui sont dans son intimité, notamment dans sa cuisine, de comprendre que Biya vous a laissé cette année pour faire du Cameroun ce que vous voulez. Le pétrole de la SNH, les ministres qui détournent et qui parfois donnent des bakchiches à gauche et à droite. Il vous a laissé 7 ans. Permettez-vous qui partagez l'intimité du président de la République que ce monsieur, ce patriarche, sorte par la grande porte. Permettez-vous de prendre vraiment, si on dit qu'il y aura vraiment un gouvernement, qu'il prenne vraiment un gouvernement pour nettoyer, qui châtie et qui essuie les larmes du peuple. Parce qu'effectivement, tout se passe dans sa cuisine. Merci. Et à José-Marie, qui insiste également à prendre la parole. Nous avons besoin d'un gouvernement qui nettoie, un gouvernement qui puisse répondre aux aspirations du peuple, et non un gouvernement encore juste pour jouer. C'est ça? Parfait. Je suis vraiment impressionné par le côté émotionnel qui anime. Mais nous parlons de la République. C'est normal qu'il y ait de l'émotion. Je vais vous dire une chose. Moi aussi, j'en ai. Je pense que nous avons la mission de construire le Cameroun dès demain, dont parle Valère. Mais ce problème de Valère, c'est qu'il pense qu'il peut le faire maintenant et tout de suite. C'est-à-dire nous sommes dans un modèle on attend encore 43 ans. Monsieur, vraiment, donnez-moi 2 minutes. C'est-à-dire, vous êtes dans une sorte de baobab qui a mis ses racines. Vous comprenez? Et pour déraciner cette affaire, vraiment, il faut être réaliste tout simplement. Les gens essaient de se mettre à la place du président Biya. Je pense que c'est difficile de le faire. Parce que personne ne sait véritablement d'où viennent ces décisions. Personne. Peut-être ce n'est même pas lui qui... Peut-être ce gouvernement viendra d'un cabinet qu'il a commandé dans le monde. Mais ça, vous ne pouvez pas le savoir. Mais si vous nous le dites, c'est très dangereux. Il va signer. Non, je dis que... Si vous nous le dites, je dis ceci, le casting. On appelle ça un casting. Parce que si vous êtes d'accord avec moi, moi je suis d'accord avec vous. Partiellement que il ne sait plus, il n'a pas rencontré des gens, il n'est plus, etc. Mais n'oubliez pas que Paul Biya a indiqué que les consultations stratégiques ont été faites, bien sûr. Il a dit. Alors qu'on disait justement que ce n'était pas ça. Que c'est Ngongo. Voilà. Il a dit pendant le discours que les consultations stratégiques que j'ai faites avec mes équipes me permettent de voir. C'est la seule chose que moi j'ai. Je suis journaliste dans une époque. Je ne veux pas lire dans la boule de cristal. Ni je ne cherche pas le secret des anges. J'ai dit clairement que je n'ai aucune raison de croire aujourd'hui que Paul Biya ne peut pas faire un gouvernement, mais seulement évitons de faire le gouvernement à sa place. C'est ça. L'impression que j'ai, c'est que bon,
Il y a des gens qu'on n'aime pas, ou il y a des gens qui ont trop enfumé, ou qui ont été trop présents. Par exemple, celui dont on parle, qui a été trop présent. Mais, monsieur, c'est bien Paul Biya qui a pris la délégation et a remis à ce monsieur. Est-ce qu'on peut nous dire pourquoi il a fait? Quelles sont les raisons pour lesquelles le président de la République l'a fait? On va chuter, Joseph. Je crois que nous sommes dans un mauvais sujet. Parce que c'est un sujet, à mon humble avis, qui nous distrait des réalités de fond. C'est-à-dire que je vous dis que dans le contexte économique, social et structurel actuel, l'efficacité d'un gouvernement ne viendra pas du fait qu'il s'appelle Elundu. Viendra d'une capacité à remobiliser les structures économiques et sociales et politiques au Cameroun. Très bien. C'est la seule chose qui va nous permettre. Et c'est pour cela que ce n'est pas une affaire de Paul Biya seulement. C'est une affaire que nous devons, en tant qu'analystes, tous ici sur la table, nous sommes des vieux routiniers. Moi, quand j'ai vu la fiche, j'étais heureux. Parce que ça, c'est vraiment la Dream Team, l'une des Dream Team au Cameroun aujourd'hui. Ça fait une trentaine d'années, peut-être plus jeune, c'est ça là qui est très percutant. Donc, je pense que nous avons une mission. Repenser. Parce que, messieurs, ce qui vient de nous arriver là, les enfants qu'on a perdus, et tout ça, doit interpeller en profondeur notre capacité à réfléchir sur le Cameroun. J'ai parcouru les réseaux sociaux. L'une des choses que j'ai observées, c'est des masses ignorantes absolument de l'histoire de leur pays et du fonctionnement de leur pays. Absolument. Merci. Hein. Et je crois que c'est l'une des missions des jeunes, comme Valère qui est très écouté, de dire aux jeunes que si, même lorsqu'on veut faire une révolution, on doit avoir une certaine souveraineté intellectuelle. Vous voulez seulement utiliser Valère, plus seulement lorsqu'il faut aller calmer les jeunes. Valère est un guide. C'est lui qui a lorsqu'il faut aller calmer les jeunes. Là, vous appelez Valère. C'est le guide. Je ne peux pas aller chercher un monsieur qui ne... Toutes les propositions que Valère fait depuis 10 ans, moi aussi j'en fais depuis 40 ans. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet est qu'aujourd'hui, on a besoin des soldats. Moi... Et donc Valère peut être un bon soldat pour vous. C'est un bon soldat pour le Cameroun. Pour le Cameroun. Moi, nous avons travaillé, je crois que vous le savez, je ne suis pas au premier plateau avec vous, que depuis plus de 30 ans, nous avons fait ce travail. Et que nous ne sommes plutôt heureux de ce qui se passe. C'est-à-dire que les Camerounais veulent encore avoir des scores à la russe. Pour moi, un score de 53% et 35% me paraît être un score que l'on peut commencer à se dire que bon, voilà un score qui peut permettre que les Camerounais s'équilibrent. On n'est plus à 90%. Roger. Pourquoi est-ce que cela... Parce que cela gêne. Permettez aux autres d'avoir également... J'ai fini en disant simplement que parmi les gens que l'on veut chasser du gouvernement, on dit ceci, il a perdu dans son village. Or, la circonscription électorale, c'est le pays. C'est le pays. Mais on trouve quand même le moyen d'aller identifier un débat. On parlementaire présidentielle. Merci. On vous passe la parole là. Il y a un autre volet, je pense même que certains l'ont dit sur ce plateau. C'est ce volet-là qui nous amène quand même à constater que dans ce gouvernement, il y a quand même des ministres qui ont déjà mis plus de 2 décennies au même poste. Que faisons-nous de ce genre de ministres? On les change, on les envoie se reposer. Et moi j'aime parler du Cameroun. Un ministre qui a perdu les élections chez lui n'a pas sa place au gouvernement. Ça veut dire qu'elle a été vomi. Au Nangini, le professeur, le recteur, a dit qu'ils ont travaillé sur un type d'homme à proposer au président. Il y a donc des types politiques, il y a des technocrates. Dans le gouvernement actuel, j'ai beau chercher des technocrates, je n'en trouve pas pour ce qui me concerne. C'est donc un gouvernement de politique. Chaque fois que le président a gagné avec 82%, 90%, 95%, il n'y a jamais eu autant de frilosité, autant de casse, autant de contestation. Les victoires sont nettes, les victoires sont réelles. Ne faisons pas l'Autriche quand on a eu 53%, alors qu'on vient souvent de 92%, on a baissé, on a été mal élu ou mal accepté. Le peuple a parlé, c'est une critique. Pour quelqu'un qui gagne soit avec 90%, quand il descend à 53%, encore que ces 53% sont très contestés, ce n'est pas une victoire éclatante. Il ne faut pas se cacher. Il faut donc remanier. Ça n'existe pas
un pays où quelqu'un a fait 30 ans, pardon de citer M. Hélé Pierre et les autres, ça n'existe pas un pays où quelqu'un a 27 ans. Ça n'existe pas où quelqu'un est resté 50 ans au gouvernement. Tant que M. Tuile et Bidouvel entrent au gouvernement, c'est ça le problème. Pour ça, vous venez de m'occuper. Pour ce qui me concerne, j'étais de l'opposition dure. J'ai accompagné M. Tirouma et tous les autres hommes politiques dans les négociations pour le choix du candidat. Je suis donc, je crois, très mal choisi pour aller au gouvernement actuel. En composition. Non. J'ai vu prononcer des noms qui sont vos amis, sans doute, M. Cabral Libi, M. Joshua Ochi, ainsi de suite, M. Tuile, son nom n'est jamais. Voilà, probablement, c'est qu'ils peuvent entrer au gouvernement. Qui sont jeunes. Son nom, le nom de M. Tuile n'est pas souvent arrivé, sinon pour des bastonnades et des brutalités. Monsieur Bidoum parlait tout à l'heure de la non-démocratie. Nous avons fait campagne ensemble à Yaoundé 6. Et un grand membre du RDPC m'a dit Tuile que la Zadoué, que le top maire à Bafan, parce qu'il pensait que Tuile, ça veut dire Bafan. Il me l'a dit à moi. Il est toujours là aux affaires. Je pense qu'il ne faut pas qu'on joue les Autriches. Ce gouvernement a fait la preuve de ses insuffisances. Il faut le changer complètement. La question centrale, elle est sur la connaissance des hommes. La neutralité, je mets des guillemets, de ces hommes. À ne pas dépendre, parce que le Cameroun est laïque, des francs-maçons, des rose-croix, des lobbies occultes, des lobbies tribaux, des forces qui tiennent le président. Un tel gouvernement sera à nouveau un gouvernement inutile. Il faut, je finis par là, je finis, une preuve que le président est tenu par des francs-maçons, des roses. Non, j'ai dit, on ne s'est pas bien compris. J'ai dit qu'un gouvernement qui serait dicté par ces loges, alors que nous sommes dans un pays laïque, ne changera rien du tout. Un autre volet que nous survolons allègrement ces moments-ci, c'est je crois que vous allez arracher le bic que le président Cavaille a envoyé à cette allure. Je voulais sans doute trahir quelque chose. Le ministre Onang est régulièrement cité comme ministre de la ville. Et donc, pour entrer sur quelque chose de plus, qui me tient le plus à cœur, je voulais dire simplement que quand un gouvernement a échoué comme celui-ci, il faut remanier. Il faut remanier pourquoi? Parce que, au contraire de ce que nous avons vu, le tribalisme a rejailli. Un problème qu'on peut régler fondamentalement, c'est également le problème du nozo. C'est que ces jeunes, ceux qui sont en brousse, c'est des jeunes. Ce n'est pas des vieux qui sont des guerrieros. Il faut regarder très sérieusement le problème de l'Est de la République. C'est capital, c'est essentiel, c'est important. Merci. Permettez-moi d'aller au niveau de notre messagerie où nous sommes très bousculés. Ils sont éparpillés à travers le monde, ils veulent contribuer. Je prends d'abord ce premier message qui nous vient du Tchad. Bonjour parfait, bonjour au panel. Juste pour dire que les discours politiques en Afrique, on était toujours... on sait toujours ce que le peuple demande. C'est un changement radical du groupe ministériel qui ne nous sert plus à rien, avec des éternels ministres. Que Dieu veille sur le Cameroun. C'est Bada Emmanuel depuis N'Djamena. Un autre message, bonjour, chers voisins. Un remaniement est plus que jamais urgent, mais avant cela, il doit officiellement retirer la signature. Je ne sais pas de quoi vous parlez. C'est Saïd Edi Caprio du côté des Garois. Un autre message ce dimanche. Bonjour Perfecto, le Clément Atangana de la modération. Je salue le plateau et nos téléspectateurs. Remanier le gouvernement n'est pas seulement une opération cosmétique. C'est l'occasion de réinsuffler de l'efficacité, de la modernité et une réelle représentativité. Je voudrais insister sur un point crucial. La diaspora camerounaise doit être pleinement intégrée. Nous devons envisager un ministère au secrétariat dédié à la diaspora et créer des circonscriptions pour élire des députés depuis l'Europe, l'Asie, l'Afrique et les Amériques. C'est le nœud gordien de notre unité nationale. Des millions de Camerounais vivant à l'étranger doivent participer aux décisions qui façonnent notre nation. Par ailleurs, ce remaniement doit être guidé par le mérite et l'efficacité. Les ministres qui ont réussi à produire des résultats doivent être récompensés.
tandis que ceux qui ont été battus dans la circonscription doivent sérieusement envisager la démission. Cette dynamique est indispensable pour moderniser notre gouvernance et préparer l'avenir. Que ceux qui nous écoutent ce dimanche prennent cela au sérieux. La victoire de notre candidat ne doit pas nous faire oublier le message des électeurs. Le score avec lequel il a gagné doit nous interpeller tous. C'est François Tama Obama et qui envoie cette contribution. Bonjour, au-delà des beaux discours, nous invitons le chef de l'État à agir car c'est dans l'action que jaillit l'espoir. Bien qu'ayant beaucoup d'admiration pour le président de la République, vu son engagement et sacrifice au service de la nation, 60 ans environ, je souhaiterais qu'il aille se reposer, ainsi que toute sa clique, également toute son opposition qu'il nous a imposée pendant 43 ans au prix des élections controversées à chaque septennat et des morts innocentes. Il faudrait une nouvelle classe politique, de nouveaux visages, avec une vision et un sens élevé du devoir, tel que certains de vos invités, Owonangini, Valère Sala, et j'en passe, c'est Cyril de Douala qui envoie cette contribution. Un autre message, bonjour l'Onkouta de la modération, et particulièrement au professeur Owonangini, Issa Chiroma Aboza, au Nigeria, Biafra au Romaïman, ça c'est sûr. Bonne journée, c'est Joey de Mbankomo qui envoie cette contribution. Bonjour à vous sur le plateau, je salue la cohérence du professeur, je salue également Valère Sala. On dirait qu'il lit dans mes pensées. Moi c'est Djaoué Dirdim Joseph, chef service régional à la délégation régionale du Minépia de l'extrême nord à Maroua. Merci à vous. Bonjour l'Onkouta de modérateur, bonjour parfait et à tout le panel. S'il vous plaît, dites au monsieur qui revendique pour la région de l'Est et que le problème de sa région se trouve dans toutes les autres 9 régions du Cameroun. Tout le pays est en larmes parce qu'un groupe d'individus s'est accaparé le pays au bénéfice de leurs enfants. Je suis du Sud, mais pour nous, les enfants des pauvres, quand tu es trop fort à l'école, tu n'as droit qu'à l'école normale supérieure et rien de plus. La preuve, c'est ça que le papy vient de réouvrir. Et au sorti de cette école, tu attends encore 3 ans dans l'espoir de percevoir ton premier salaire, mais étant au nord, en fin de compte, soit tu pars au Canada, soit tu prends le crédit à la banque et tu abandonnes ce travail de misère et rentrer chez toi faire l'agriculture et l'élevage. S'il te plaît, parfait, ici, dites-nous, un monsieur qui fait 25 ans dans un ministère, c'est pour envoyer quel message aux Camerounais? C'est Guy depuis Guider. Un autre message, un remaniement ministériel au Cameroun pourrait être perçu comme une solution pour apaiser les tensions politiques actuelles, mais son efficacité dépendrait de plusieurs facteurs. Il parle de contexte politique tendu, d'un réajustement des équilibres internes, d'un maintien de la stabilité, et il parle des attentes des Camerounais. En somme, un remaniement ministériel pourrait être une solution temporaire pour apaiser les tensions, mais il faudrait qu'il soit accompagné des réformes profondes et d'une volonté de dialogue politique pour résoudre les problèmes structurels qui affectent le pays. C'est Laurent depuis Douala qui envoie ce message. Prenons ce dernier message. Bonjour, cher Perfecto. Un remaniement est urgent, mais avant cela, le chef de l'État doit accorder des remises de peine et la grâce aux personnes privées de liberté, diminuer le nombre de ministres et le train de vie de l'État, admettre certaines autorités administratives et directeurs à faire valoir leur droit à la retraite, refonder la question foncière et minière, valider le projet du code électoral consensuel, accorder la primeur sur le poste de Premier ministre à un opposant. Pour terminer, arrêter cette affaire de la lutte contre la corruption qui est en contenu flou et creux et mettre sur pied la lutte contre les corrompus. C'est Saïd DiCaprio depuis Garoua qui envoie cette contribution.